C'est une entreprise bien méconnue en Europe qui conclut pourtant des contrats mirobolants avec les administrations américaines et qui serait sur le point de mettre à la disposition du président Donald Trump une base de données géante sur les citoyens américains. Depuis plus de 20 ans, l'entreprise Palantir, nommée en référence au Seigneur des Anneaux, s'est faite un nom en proposant aux administrations, aux services de renseignement et aux armées des outils de pointe en matière d'analyse de données. Alors pourquoi malgré ses profits records et ses contrats controversés, l'entreprise Palantir reste-t-elle si difficile à cerner? Quelle vision du monde défendent ses deux fondateurs, Alex Karp et Peter Thiel, influents financiers et figures de l'ultra-droite américaine? Pour nous éclairer, un invité ce soir, Valentin Goujon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorant en sociologie au Media Lab de Sciences Po et je suis accompagné, comme chaque mercredi, par Julien Bisson. Bonsoir Julien. Bonsoir Quentin. Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Many of you, I'm sure, have heard of Palantir, which is a large data company. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Palantir, une grande entreprise spécialisée dans les données qui entretient de nombreux liens avec Elon Musk et le Doge. En mars, Donald Trump a publié un décret visant à accroître le partage de toutes les données non classifiées entre les agences fédérales. Il a demandé aux dirigeants des agences d'autoriser et de faciliter ce partage interagences. Un article du New York Times publié en mai décrit en détail comment le président a utilisé Palantir pour mettre en œuvre ce décret, qui vise essentiellement à fusionner toutes les données des différentes agences du pouvoir exécutif en une seule base de données. À l'heure actuelle, on ne sait pas qui contrôlerait cette base de données, ni qui y aurait accès, ni quelles recherches y seraient effectuées. Il ne semble n'y avoir aucun garde-fou à cette entreprise. La voix de David Goldman, sénateur américain, membre du Parti démocrate. Une première question, Valentin Goujon, complexe. Expliquez-nous, avant de revenir justement sur cette actualité, expliquez-nous ce qu'est Palantir. Qu'est-ce que fait concrètement cette entreprise ? Alors oui, c'est vraiment une excellente question, sachant qu'il y a eu un récent article justement de Wired qui expliquait que même les anciens employés de Palantir avaient du mal à décrire ce que faisait exactement l'entreprise. Alors pour reprendre un langage, on va dire marketing, Palantir fait du B2B SaaS. Alors B2B, on sait ce que ça veut dire, c'est des entreprises qui s'adressent aux entreprises. Tout à fait, exactement. Donc c'est business to business. Donc en fait, Palantir ne fournit pas ses produits directement en fait aux utilisateurs ou aux utilisatrices, mais à d'autres entreprises. Et donc SaaS, c'est donc Software as a Service, donc le logiciel comme un service. Et en l'occurrence, les logiciels, ça va être principalement deux plateformes. La première qui s'appelle Foundry, donc c'est Fonderie en français, qui est là plutôt en fait la version commerciale à destination d'entreprises privées pour des applications, on va dire, non gouvernementales, par la négative. Et l'autre, donc c'est Gotham, une première référence donc à l'univers de Batman, qui pour le coup là est destiné soit aux agences de renseignement, soit aux services de police, soit directement donc à l'armée. Et si on devait résumer un petit peu en une expression, donc ce que fait Palantir, elle fait ce qu'on appelle de la consolidation de données ou de l'intégration de données en anglais, c'est-à-dire que généralement, que ce soit les entreprises ou les administrations, ont plusieurs bases de données qui fonctionnent en silo. Et ce que fait Palantir, donc au lieu en fait de détruire toutes ces bases de données, de reconstruire une seule et même base de données, elle va apporter donc une couche logicielle supérieure qui va permettre donc d'avoir une approche transversale, on va dire. Alors on va prendre des exemples nombreux dans cette émission pour tenter justement de comprendre, de mettre des mots sur les choses. Question, Julien Bisson. Oui, alors pour essayer de mieux comprendre justement ce projet qui a été voulu par Donald Trump et révélé au printemps, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Est-ce que ça veut dire que Palantir va essayer d'avoir une espèce de méga base de données où on va pouvoir retrouver aussi bien votre casier judiciaire que vos antécédents de santé ? Oui, alors encore une fois, il ne s'agit pas en fait de créer une méga base de données en tant que telle. C'est vrai que l'idée, et donc ça remonte au début des années 2010, donc avec tout ce discours autour de ce qu'on appelle le big data, donc les données volumineuses, où on avait à la fois donc un accroissement du volume de données, une diversification de la variété des données et donc aussi une vélocité plus grande de la création de données. À la fois les entreprises et les administrations se sont rendues compte qu'il fallait donc justement tirer parti de ces différents facteurs
et donc utiliser cette espèce de couche logicielle supérieure qui se rajoute à ce qu'on appelle une sorte de stack, hein, donc vraiment un empilement de couches logicielles, pour faire donc essayer d'en extraire l'information la plus pertinente possible, parce que c'est vrai que Palantir est à la fois extrêmement bon donc dans cette consolidation de données, mais aussi pour graphiquement, mais pas uniquement, donc mettre en relation les différentes informations pertinentes. Et là, en termes de données, ça peut être extrêmement hétérogène, hein. Ça peut être des photos de plaques d'immatriculation, ça peut être des rapports de police, ça peut être de la vidéosurveillance, ça peut être des données de santé, des extraits de casier judiciaire. Là, l'éventail est extrêmement large et divers. Alors prenons des exemples extrêmement concrets, Valentin Goujon. Qu'est-ce que fait Palantir en Ukraine? Alors oui, encore une fois, là, c'est vraiment un exemple, mais alors là, qui pour le coup assez récent. Ce qu'il faut savoir, que c'est donc Alex Karp, qui est donc L'un un des des deux cinq, fondateurs. c'est ça. Alors, il y en a un petit peu plus que deux, mais effectivement, les deux plus connus, donc c'est Peter Thiel, qui est sans doute le plus connu, et Alexander Karp, Alex Karp, qui est là un petit peu l'homme de l'ombre, mais qui pour le coup a aussi un profil assez intéressant. Alex Karp, donc dès juin 2022, donc quelques mois après le début du conflit en Ukraine, va à Kiev rencontrer Zelensky. Et en fait, ça va être là encore une fois un ensemble d'applications à la fois dans le civil et dans le militaire. Donc à la fois améliorer en fait le ciblage des frappes, parce que le pays donc manque de munitions, donc il faut vraiment rentabiliser le plus possible chaque frappe. Ça va être aussi aider par exemple à la relocalisation des réfugiés ukrainiens dans différents pays. Et ça va être aussi également, par exemple, documenter en fait les crimes de guerre russes. Donc là, encore une fois, c'est extrêmement large. On a commencé peut-être par le plus vertueux, mais ça s'assombrit, chemin faisant. Julien Bisson? Oui, autre exemple concret, que fait Palantir auprès du gouvernement israélien et à Gaza? Oui, alors là aussi, encore une fois, ça remonte à quelques années, notamment aussi avec le projet Maven, donc, qui était au départ, dont Google en fait était le récipiendaire. Il s'est retiré en 2018, donc suite à l'opposition en interne de ses employés. Et qui en fait a récupéré ce contrat? C'est Palantir. Et non seulement Palantir a récupéré le contrat, mais en plus, donc suite à la réélection de Trump, le contrat a été donc étendu et son plafond a été augmenté. Et donc là, dans le cas en fait donc de l'État israélien, ça va être là aussi assez diversifié. Ça peut être à la fois, donc encore une fois, comme en Ukraine, le ciblage des frappes contre le peuple palestinien, donc dans la bande de Gaza, ou alors ça va être encore une fois typiquement pour le renseignement. Et là, c'est vrai que c'est vraiment le point fort de Palantir, qui a pu travailler en fait avec l'ensemble des agences de renseignement, notamment américaines, mais aussi françaises. On continue, j'allais le dire justement, on continue avec la litanie de questions. Valentin Goujon, qu'est-ce que Palantir fait en France cette fois-ci? Qu'est-ce que Palantir fait notamment avec les services secrets français, puisque ces contrats sont renouvelés à plusieurs reprises avec la DGSI, hein, les services intérieurs? Tout à fait. Donc ça commence en 2016, hein, suite aux attentats de novembre 2015. La DGSI, un petit peu forcée de réagir rapidement, se met donc en quête d'un système. Et en fait, en l'absence d'alternatives qui soient soit françaises, donc souveraines, soit européennes, la DGSI est un petit peu forcée donc, de se tourner vers le système de Palantir, donc en l'occurrence Gotham, hein, sa version, on va dire, militaire. Un contrat donc de 10 millions d'euros en 2016, qui est renouvelé encore une fois 10 millions en 2019 et qui aujourd'hui, on va dire un petit peu en suspens, puisque on va dire en 2022-2023, avant les JO donc de Paris 2024, il y a un effort donc notamment de la DGSI pour créer précisément une alternative qui soit souveraine et française. Mais attendez, pour qu'on comprenne bien ce que vous nous expliquez, qu'est-ce qu'une entreprise américaine fait pour les services secrets français? Est-ce que ça pose pas des questions de souveraineté? Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement là aussi? Oui, oui, complètement. Alors en fait, techniquement, c'était le choix en fait le plus pertinent en termes de performance, hein. Encore une fois, Palantir, au vu à la fois de son nombre de contrats, que ce soit dans le domaine de la défense ou dans le domaine privé, est un des principaux leaders au point en fait de supplanter, on va dire, les entreprises assez classiques qui étaient soit des cabinets de conseil, soit de grandes entreprises, on va dire du numérique, du type IBM, hein. Sauf qu'en fait, c'est une culture d'entreprise qui est assez radicalement différente. Et là, pour le coup, elle propose un système qui va lui permettre, encore une fois, de consolider un ensemble de données hétérogènes, sauf qu'en fait, pour le coup, on n'a pas encore d'alternative viable et on attend donc le résultat des appels d'offres avec des candidats, pour le coup, français. Julien Bisson. Mais est-ce que concrètement, ça veut dire que Palantir sait tout de nous, qu'elle peut
conserver des données, les utiliser, voire les revendre. Qu'est-ce que Palantir sait de la population française? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que alors non seulement en fait Palantir est présent donc sur le marché encore une fois des agences de renseignement et au sein des entreprises, mais aussi depuis en fait la pandémie de Covid-19, il s'est aussi positionné sur le secteur de la santé. Et il y a eu, par exemple, une énorme controverse et une polémique au Royaume-Uni, qui est en fait le deuxième marché de Palantir après les États-Unis, sachant que la France est le troisième. Donc, effectivement, un des risques possibles, ça serait de croiser des données qui soient en fait tellement hétérogènes qu'on puisse relier à la fois, par exemple, des données de santé, des données d'assurance, des casiers judiciaires, sachant qu'effectivement, c'est des données qui sont extrêmement sensibles avec des informations personnelles, même si, encore une fois, Palantir insiste sur l'existence de garde-fous et notamment ce qu'ils appellent des pistes de vérification, c'est-à-dire que chaque information qui est consultée laisse une trace qu'on peut ensuite donc remonter. Un dernier exemple, peut-être avec vous, grâce à vous, Valentin Goujon. Qu'est-ce que Palantir fait cette fois dans le domaine de l'immigration? Je pense notamment aux États-Unis et au travail que cette entreprise opère à la frontière américano-mexicaine. Oui, complètement. Alors là aussi, ça remonte au début des années 2010, donc avec les services de l'immigration, donc ICE, l'acronyme. En 2011, il y a un agent spécial donc, de ces services de l'immigration qui est tué à la frontière mexicaine par des cartels mexicains. Et en fait, ICE veut une réponse extrêmement rapide, veut vraiment marquer le coup. Et là, donc, c'est vraiment Palantir qui va déployer ses ingénieurs. Là aussi, il y a toute une terminologie militaire et donc les ingénieurs vont en fait directement sur le terrain au sein des entreprises, allant même parfois jusqu'à dormir au sein des locaux. Donc c'est vraiment un ethos militaire. Et là, en fait, en quelques semaines, grâce justement à cette consolidation de données et à un ensemble de données, que ce soit des données, par exemple, de photos satellitaires, que ce soit des témoignages sur le terrain, ils vont donc arriver à saisir à la fois donc plusieurs centaines de kilos de drogue, des armes et surtout arrêter plusieurs centaines de personnes, dont les personnes qui auraient été donc impliquées dans l'assassinat de cet agent. Et le paradoxe ou non, Julien Bisson, c'est que cette entreprise est un incroyable succès économique. Oui, Valentin Goujon, on a vu qu'en un an, l'action de Palantir à la bourse de New York a augmenté de 600%. C'est une des plus grandes hausses à la bourse cette année. Est-ce que c'est simplement une forme de bulle? On a pu parler de bulle autour de l'intelligence artificielle, ou est-ce que concrètement, ça traduit une profitabilité incroyable de cette entreprise? Alors justement, c'est vrai que les derniers résultats, à la fois financiers et économiques de l'entreprise, peuvent paraître assez impressionnants, et que c'est vrai que c'est le cas, mais il faut remettre donc un petit peu cette analyse dans le temps long. Et c'est vrai que pendant en fait très longtemps, Palantir a peiné non seulement pour trouver des clients. L'entreprise donc a été créée au début des années 2000. Son premier client, c'est 2009, et c'est la CIA, sachant que la CIA a été l'un des premiers investisseurs avec sa branche d'investissement donc In-Q-Tel a versé 2 millions, 2 millions et demi de dollars au départ. Palantir, pardonnez-moi, se crée dans un contexte particulier qui est l'après 11 septembre avec j'allais dire une dérive, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais sécuritaire importante. Complètement, il y a vraiment un double contexte pour la création de Palantir. C'est à la fois donc post 11 septembre, sous l'administration Bush, et le deuxième contexte, c'est l'éclatement de la bulle Internet. C'est-à-dire que donc là, les deux cofondateurs, donc, et notamment Peter Thiel, se rendent compte qu'il va falloir proposer ce qu'on appelle de la hard tech, c'est-à-dire en fait ne pas surfer sur la vague typiquement de ce qu'on appelle le web 2.0, donc des réseaux sociaux, ce genre de produits, mais en fait va proposer concrètement de réarmer technologiquement, techniquement les États-Unis, et en l'occurrence de créer Palantir. Et ce qui est intéressant dans la création de Palantir, c'est qu'en fait donc Peter Thiel a aussi cofondé PayPal, le service de paiement en ligne. Et en fait, il va donc transformer les logiciels de détection antifraude de PayPal, parce que PayPal perd énormément d'argent à cause de cette fraude, notamment bancaire, et il va les transformer en fait en algorithmes pour rassembler donc différents types de données. Vous nous dites, Valentin Goujon, il faut voir le temps long pour tenter de comprendre ses succès économiques. Mais dans le même temps, on l'entendait en introduction, est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment Trump qui favorise immensément cette entreprise dans ses résultats, mais par ailleurs dans les contrats qu'elle peut nouer avec les différents États, et notamment avec l'État fédéral américain?
Complètement, ça avait été déjà le cas lors du premier mandat donc de Trump en 2016, où là on avait vu justement donc que Palantir avait gagné donc de nouveaux contrats, et c'est encore le cas donc début 2025 avec par exemple 10 milliards de dollars qui ont récemment été attribués à Palantir, parce que l'État américain en fait s'est rendu compte que Palantir disposait déjà de tellement de contrats, c'était à peu près 75, qu'il valait mieux donc tous les fusionner en donnant donc ce budget de 10 milliards d'euros. Et ce qui est aussi intéressant, c'est aussi donc la porosité intellectuelle entre Trump et donc Peter Thiel et également Alex Karp. Julien Bisson. Oui, vous nous rappeliez que Peter Thiel avait aussi fondé PayPal qui avait aussi parmi ses cofondateurs un certain Elon Musk. Est-ce qu'on est dans cette même galaxie idéologique, Peter Thiel et Alex Karp? Complètement, c'est vrai que Peter Thiel est sans doute la figure la plus connue des deux, mais Alex Karp, c'est vrai, a aussi un profil assez intéressant. Donc, ils sont tous les deux nés en octobre 67. Ils ont tous les deux fait des études de philosophie avant donc de se rencontrer donc à Stanford, à l'université de Stanford, en faisant des études de droit. Ils étaient complètement opposés d'un point de vue politique. Karp se décrit comme un socialiste, voire comme un marxiste et un néo-marxiste. Peter Thiel se décrit comme libertarien conservateur, mais en fait, ils se sont vraiment retrouvés autour du goût justement du débat politique, malgré leurs opinions, on va dire politiques assez opposées. Et donc, les deux vont contribuer donc à fonder donc Palantir, mais également on est vraiment dans la même galaxie que Musk, et également donc J.D. Vance. Et ça, c'est assez peu connu, mais donc Vance en fait a été employé dans un des fonds d'investissement de Peter Thiel. Ce qui est passionnant par ailleurs, c'est que ces personnes, ces dirigeants mêlent entrepreneuriat et politique. Il faut s'attarder, on va d'ailleurs entendre sa voix, sur la vision politique d'Alex Karp. La singularité de celle-ci, c'est peut-être qu'elle mêle entrepreneuriat chevronné et dans le même temps un patriotisme américain à toute épreuve. La voix d'Alex Karp, c'était le 18 février 2025. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la révolution technologique. C'est formidable. Il faut monter dans le train car il va partir. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ce que j'essaie de dire aux personnes qui sont indécises, aux personnes qui sont des bâtisseurs, c'est que nous avons une responsabilité. Nous devons nous consacrer à notre nation. Ce que je dis aux gens qui pensent pouvoir descendre du train, que vous soyez des intellectuels, les Nations Unies qui s'efforcent de saper l'Amérique et tous les autres, c'est que vous êtes laissés pour compte. Et d'ailleurs, je suis heureux que vous soyez laissés pour compte. Mais sachez simplement que si vous êtes laissés pour compte, ne venez pas pleurer que vous ne faites pas partie du dialogue. Et c'est en fait ce qui se passe. Ils sont en train de pleurer. Ils pleurent comme si tous ces gens devenaient des partis protestataires. Ne lisez pas le livre. Faites comme si cela n'arrivait pas. Il faut nous expliquer, Valentin Goujon, ce patriotisme. Un seul exemple, Alex Karp, par exemple, déteste Google parce que Google travaille avec la Chine, ennemi des Américains. Oui, complètement. Je reviens justement à ce projet Maven, donc en 2018. Les deux sont liés, pour le coup, Peter Thiel et Alex Karp. C'est vrai que c'est un peu l'anti-exemple de Google. Alors pourquoi Google est détesté? Non seulement parce que l'entreprise a cédé au moment, donc en 2018, suite à l'opposition interne de ses employés, à la fois pour des raisons, on va dire, éthiques et à l'opposition en interne, mais l'autre, en fait, raison, ça aurait été justement de plaire à la Chine pour en fait couper des liens avec tout projet militaire et donc s'engouffrer sur le marché chinois, alors qu'au contraire, notamment donc la suite à la publication de l'ouvrage d'Alex Karp, donc en février 2025, donc la République technologique, exactement. Toute la thèse du livre, c'est vraiment il faut réarmer techniquement les États-Unis et l'Ouest et l'Occident de manière générale. Donc là, on est vraiment dans un discours du choc des civilisations qui revient en force contre les ennemis, donc encore une fois des États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit également l'Iran. Et ça, avec donc une course, notamment, alors là pour le coup c'est autour de l'IA, mais plus largement donc autour de la technique, sachant que là le modèle c'est un petit peu la course aux armements nucléaires de la guerre froide, donc on est vraiment un retour à cette période des blocs. Julien Bisson. Le Palantir avait été fondé à Palo Alto. Palo Alto, c'est au cœur de la Silicon Valley. Aujourd'hui, son siège a été déplacé à Denver, dans le Colorado. Est-ce que ça veut dire que Palantir fait figure un peu d'électron libre dans le paysage technologique américain ?
Alors oui et non. Oui, parce que c'est vrai qu'il a non seulement une culture d'entreprise qui est un petit peu hybride, c'est un petit peu le mélange justement donc de Palo Alto et de la Silicon Valley, parce qu'on a de jeunes ingénieurs, la vingtaine, la trentaine des ingénieurs en informatique, et avec l'ambiance qu'on peut connaître de la tech, avec voilà, une ambiance assez relâchée. Et de l'autre côté, on a l'ambiance de Washington, puisqu'en fait, une bonne partie des employés de Palantir sont en fait d'anciens militaires, d'anciens analystes aussi des agences de renseignement. Donc les deux cohabitent à la fois concrètement et aussi d'un point de vue un petit peu de l'imaginaire de l'entreprise, avec par exemple à la fois des références à la culture populaire, que ce soit Batman et notamment aussi Le Seigneur des Anneaux, et puis également là du côté de l'aspect un petit peu martial, ça va être encore une fois ces ingénieurs qui sont vraiment déployés sur le terrain, ça va être des noms de code qui sont utilisés aussi en interne, donc il y a vraiment ces deux cultures qui cohabitent en interne. On a le sentiment d'avoir affaire à des enfants dangereux, Julien Bisson. Oui, d'ailleurs, vous parliez du Palantir. Palantir, c'est en effet une référence au Seigneur des Anneaux de Tolkien. Mais alors, je me souviens un peu de ma lecture de Tolkien. Dans le roman, le Palantir, c'est plutôt une façon de montrer de la technologie qui peut tomber dans les mains du mal, de Sauron, de la perversion qui va pouvoir se faire à travers cette pierre noire qui permet de voir tout et partout. Est-ce que c'est une vision un peu cynique d'appeler son entreprise Palantir, finalement? Alors c'est vrai qu'en tout cas selon Carpe et Thiel, hein, donc effectivement les palantirs c'est vraiment ce qu'on appelle les pierres de vision ou de clairvoyance qui sont utilisées donc pour voir à distance. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement ça traduit aussi une certaine vision du monde qui est assez manichéique, hein, vraiment l'affrontement entre le bien et le mal, sachant que ces références vont aussi au-delà du nom même de l'entreprise, avec par exemple les différents bureaux de l'entreprise qui sont nommés en fonction donc de lieu du Seigneur des Anneaux, les employés qui peuvent se référer vis-à-vis d'eux-mêmes comme des hobbits, et leur slogan interne, c'est il faut donc défendre la comté, donc la comté justement de ces hobbits. Et la comté, ça peut être à la fois l'entreprise, ça peut être à la fois les États-Unis, et ça peut être aussi à la fois l'Occident de manière générale. La comté, hein, on le rappelle, c'est le pays de cocagne, hein, c'est Voilà. les prairies vertes étendues jusqu'à l'infini qui font rêver chacun d'entre nous peut-être. Il faut nous dire un mot, on parle de Palantir hein, depuis le début de cette émission. Est-ce que c'est la face émergée de l'iceberg? Est-ce qu'il y a aux États-Unis, dans cet écosystème, une multitude d'entreprises qui ont le même business model, le même modèle d'affaires en bon français? Est-ce qu'il y a une multitude d'entreprises qui portent aussi la même vision politique au service d'un patriotisme américain débridé et d'une guerre civilisationnelle sur le point de se faire? Alors c'est vrai que là, pour le coup, Palantir est vraiment un très bon exemple, notamment avec ses deux cofondateurs qui sont un petit peu des philosophes entrepreneurs, hein, qui ont vraiment à la fois en fait une vision de l'entreprise, mais qui a aussi une vision de la société, et qui derrière en fait pousse vraiment presque une philosophie politique, hein. Mais l'autre exemple qui justement gravite autour de Palantir et qui est aussi une autre référence au Seigneur des Anneaux, ça va être l'entreprise Anduril. Anduril donc qui a été cofondée par Palmer Luckey, donc qui est un ancien, en fait, qui est le Anduril, créateur. c'est l'épée, hein, Julien Buisson C'est ça. vient de me faire le signe Tout à adéquat. fait. Et là, pour le coup, on est beaucoup plus précisément dans le militaire, hein. Palmer Luckey, donc, qui est à l'origine de Oculus Rift, le casque de réalité augmentée, qui a ensuite été racheté par Meta, ex-Facebook. Les deux se sont brouillés, sauf récemment Meta et donc Anduril, qui ont donc se sont mis en partenariat autour d'applications militaires. Si on revient sur l'actualité américaine, cette fois-ci on l'évoquait en introduction, ce contrat qui a été passé entre l'État fédéral et Palantir, quelle remous cela a pu susciter aux États-Unis? Est-ce que des responsables politiques se sont saisis du dossier? Est-ce que, j'allais dire, même dans l'opinion publique, on mesure un peu plus, contrairement à l'Europe, est-ce qu'on mesure un peu plus ce que le danger de Palantir représente? Oui, tout à fait. Alors, il y a eu non seulement des sénateurs américains qui ont pu justement donc envoyer des lettres, et notamment des sénateurs démocrates, mais il y a eu aussi en fait l'opposition, donc notamment d'anciens employés, parce que c'est vrai que les employés en poste ont, on va dire, un petit peu plus de mal à prendre la parole. Notamment par exemple par rapport à d'autres entreprises comme dans le cas de Google. Mais on a aussi, on va dire, des mobilisations d'associations, notamment une qui s'appelle Mirente, qui a produit donc un rapport en 2018 sur Palantir, et notamment sur l'utilisation de ces logiciels, encore une fois, à la frontière américano-mexicaine, pour dénoncer aussi plus largement le complexe militaro-industriel et ses liens de plus en plus étroits donc, avec l'administration Trump. Merci beaucoup, Valentin Goujon, de ces explications, je dois le dire, inquiétantes, mais limpides néanmoins.